Buonasera a tutti, bonsoir à tout le monde, puisque nous avons une traduction in italiano, dal francese all'italiano. Alors, dans ces moments exceptionnels que malheureusement nous vivons, je pense que vraiment je vais remercier notre ambassadeur, Christian Masset, d'intervenir dans cette période, nous éclairer bien sûr de la relation France-Italie, nous éclairer de son expérience, de sa vision de l'Europe, peut-être un peu plus de l'Europe du Sud ou de l'Europe en général. Et récemment, il y a eu une visite entre les ministres des Affaires étrangères qui s'est déroulée hier, je crois, et peut-être on voudrait savoir un peu plus. Les hommes d'affaires ont besoin de connaître et d'avoir une vision. Donc, merci encore, Christian Masset. Christian, je te laisse la parole à notre ambassadeur. Buonasera a tutti, bonsoir à tous. Merci, cher Denis de l'Espol, de cette invitation donc à partager un moment avec la Chambre de commerce et d'industrie France-Italie, que je remercie beaucoup pour tout ce qu'elle a fait durant cette crise. Parce que je l'ai constaté, parce que nous avons été en relation beaucoup, et nous avons aussi dans le cadre de visioconférences ou d'audioconférences avec le monde des affaires, nos entreprises, et la Chambre de commerce a été un lien constant pendant cette crise et en même temps a été capable de fournir des services aussi aux entreprises qui en avaient besoin. Parce que pour nous tous, cette crise du coronavirus a été une épreuve personnelle, une épreuve pour nos familles, pour certains de nos proches, pour notre communauté française, où nous avons malheureusement déploré plusieurs décès pour notre communauté française en Italie, avec laquelle nous avons toujours été en contact, et bien sûr pour nos entreprises qui ont dû totalement réinventer leur manière de fonctionner, qui ont dû mettre en place des plans de continuité d'activité et qui maintenant doivent affronter une période extrêmement difficile, qui est celle de la reprise, mais qui coexiste en fait avec toutes les caractéristiques d'une crise économique avec des conséquences sociales importantes. Dans cette crise, l'ambassade a toujours naturellement été mobilisée, active, ambassade et consulat, c'est-à-dire que nous avons toujours été là. Nous aussi, nous avons travaillé à distance, enfin pour beaucoup d'entre nous. Mais les consulats, par exemple, ont toujours été disponibles, y compris pour des entretiens physiques. Nous avons mis en place une centrale téléphonique, donc peut-être certains d'entre vous ont bénéficié de façon à pouvoir répondre à toutes les questions, et très nombreuses, notamment sur les déplacements qui ont surgi durant toute cette période. Et je dois dire aussi que le service économique régional de l'ambassade a fait un travail absolument remarquable de contact avec les entreprises, mais aussi d'information, de remontée d'informations sur tout ce qui se passait en Italie vers Paris et d'une certaine façon l'initiative, la proposition de la Commission sur le fonds de relance, il y a un peu de ce qu'a fait le service économique régional de l'ambassade et l'ambassade elle-même, puisque donc on a été très en contact entre France et Italie sur ce sujet. Bien sûr, je ne veux surtout pas oublier Business France, qui a joué tout son rôle, et notamment un rôle d'assistance aux entreprises, puisque donc il y avait un téléphone, il y avait un téléphone rouge, comme on dit, de façon à avoir à tout moment la possibilité d'aide ou de soutien ou de conseil pour les entreprises. Cette crise a été et continue d'être une épreuve, mais c'est aussi une occasion. Elle a montré la résilience. Elle a montré la solidarité, et c'est particulièrement vrai en Italie et aussi dans le domaine franco-italien, j'y reviendrai. Et puis aussi cette capacité d'innovation et d'invention qui est propre à l'Italie et à cette relation franco-italienne. Et je dois dire que dans cette crise sanitaire, l'Italie, qui a précédé la France,
d'une dizaine de jours environ, a été pour nos autorités une source d'inspiration constante. Et comme vous l'avez vu, beaucoup de mesures en fait qui ont été prises pour le confinement et après pour le déconfinement ont été inspirées, en tout cas, ont bénéficié de l'expérience italienne, et avec une gestion de la crise de la part des autorités italiennes qui a permis de protéger le reste de l'Europe, puisque donc on voit que la courbe a été maîtrisée, que maintenant donc on est sur des chiffres bien plus bas que ceux que l'on avait il y a quelques semaines, et ces mesures, comme je l'ai dit, ont inspiré le reste, enfin beaucoup de pays européens, et en tout cas la France. En ce qui concerne le lien entre du pays, il a été constant. Et Denis de Lespol donc faisait référence à la visite de Jean-Yves Le Drian. Vous vous souviendrez peut-être que le premier cas en Italie a été décelé le 20 février. Le 23 février, les premières zones rouges étaient établies en Italie. Et le 27 février, malgré le début de l'épidémie, le président de la République française et le président du Conseil italien ont décidé de maintenir le sommet de Naples, le sommet bilatéral qui n'avait pas eu lieu depuis 3 ans pour toutes les raisons que vous connaissez. Et ce sommet a été le sommet de la relance, et ça a été le dernier événement international qui se soit produit, la dernière visite, si vous voulez, qui se soit produite en Italie, avant donc cette fermeture liée à la crise du coronavirus. Eh bien, hier et aujourd'hui, nous avions Jean-Yves Le Drian, qui est venu donc le 3 juin, il est reparti là tout à l'heure, et le 3 juin, c'est-à-dire le jour de la réouverture de ses frontières par l'Italie. Et donc Jean-Yves Le Drian a été, si vous voulez, le dernier ministre des Affaires étrangères reçu en Italie avant le début de la crise, et il est le premier le premier haut représentant étranger en fait à revenir en Italie depuis la crise du coronavirus. Et là, bien sûr, il y a un geste, il y a un signal, un symbole extrêmement fort. Et Luigi Di Maio et toutes les autorités italiennes ont beaucoup apprécié ce geste et ce signal, et ça montre aussi la force précisément de cette relation franco-italienne. Comme vous le savez, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, est d'abord allé à la protection civile, et puis donc où il a rencontré tous les acteurs depuis bien sûr le directeur de la protection civile, Angelo Borrelli, il a vu le commissaire Arcuri, il a vu le docteur Ippolito du Spallanzani, il y avait les professeurs Locatelli, Brusaferro, enfin donc tous les grands acteurs de la crise sanitaire. Donc il les a rencontrés, il y a eu un échange extrêmement fructueux en montrant qu'il y avait d'ailleurs beaucoup de coopération franco-italienne derrière tout cela. Et ensuite, il a eu un entretien, conférence de presse, un dîner de travail avec Luigi Di Maio, et il a rencontré à nouveau des grands représentants de la presse ce matin. Donc une visite extrêmement fructueuse. Alors cette crise, elle est inédite, c'est un moment historique et un moment de vérité. Et on parle beaucoup du monde d'après. Et on voit bien que ce monde d'après, que certains présentent comme un monde où plus rien ne sera comme avant, où les choses iront mieux, etc., en fait, c'est un monde qui présente beaucoup de risques. Et comme le dit Jean-Yves Le Drian, il y a une crainte, c'est que en fait, le monde d'après ressemble au monde d'avant, mais en pire. Parce que nous avons d'une part, en premier lieu, la fragmentation de la mondialisation, qui risque bien sûr de s'aggraver pendant cette crise, et notamment face aux problèmes économiques qui vont se poser dans beaucoup de pays et de parties du monde.
il y a, on le voit bien, un avivement, une aggravation de la rivalité entre la Chine et les États-Unis qui prend un peu les allures d'une confrontation. Il y a aussi le risque que des conflits qui sont importants, je pense à la Libye, Irak, Syrie, conflits en Afrique, soient un peu plus oubliés et que donc par conséquent, ils ne reviennent avec plus de force, avec des risques pour notre propre sécurité. Pour notre propre sécurité, pas uniquement pour les en matière de risques de terrorisme, etc., mais aussi des risques économiques. Et puis, il y a le risque que l'Europe ne soit pas à la hauteur et que donc cette crise se traduise par un affaiblissement de beaucoup de pays européens, parce qu'à cause de la crise économique, et alors que certains pays étaient encore en convalescence, certaines économies européennes étaient encore en convalescence après la crise financière de 2008, et puis toujours les risques de division et de paralysie qui peuvent guetter le processus européen. Et surtout par rapport à ce que le risque que les rivalités, les confrontations entre puissances se fassent plus fortes, que l'Europe devienne une sorte de variable d'ajustement des transformations géopolitiques du monde, et donc ceci donc avec un affaiblissement généralisé. Ça, c'est un risque qui est sérieux. Mais en même temps, il faut voir aussi que c'est un moment de vérité, et donc en réalité, c'est un moment qui présente beaucoup d'opportunités qui doivent justement se nourrir de ce sursaut que l'on voit. L'Italie est un très bon exemple, que l'on voit aussi dans d'autres pays, pour justement trouver les moyens de surmonter cette crise. Et ça dépend énormément de nous. Et l'enjeu crucial, au-delà de ce que font chacun des États, et chacun des États s'est lancé dans d'abord des politiques de lutte contre le coronavirus, évidemment, et qui portent leurs fruits, parce que partout, on voit que la courbe de l'épidémie décroît et qu'il y a un reflux. Et puis, des politiques de relance et de soutien aux familles et aux entreprises, pour éviter donc le spectre d'une dépression que beaucoup redoutent. De ce point de vue-là, et on voit bien que l'Europe est absolument essentielle, qu'aucun État ne peut s'en sortir seul. De ce point de vue-là, il y a eu l'impression, un peu, j'allais dire, passez-moi l'expression, d'un retard à l'allumage. On l'a vu sur les frontières, où des pays ont fermé leurs frontières sans aucune coordination. On l'a vu aussi sur la question sanitaire, sur la question des masques, parfois c'était un peu où personne n'a agi de façon coordonnée, ou c'est sur le dispositif. Et puis aussi, bien sûr, sur le plan de la réponse au risque de crise économique. La Banque centrale européenne a d'abord affiché une première réponse qui n'a pas été jugée tout à fait suffisante par un certain nombre d'observateurs. Et puis, il y a eu un retard à l'allumage concernant la réponse elle-même faite par le Conseil, par le Conseil, c'est-à-dire par les États membres, la BCE, et puis après, donc, ce que peut faire le Conseil. Mais depuis, on a rattrapé ce retard. Et je crois qu'il faut vraiment prendre la mesure de ce qui a été réalisé, en fait, en très peu de temps. Et qu'en réalité, durant cette crise sanitaire, on a agi avec plus de célérité, beaucoup plus de célérité et plus d'ambition que durant la crise financière.
Premièrement, sur les frontières, on a retrouvé rapidement, donc on a rétabli une coordination. Maintenant, il faut qu'elle soit à l'œuvre pour la réouverture des frontières. La France, l'Italie, nous y travaillons de concert. Ça a été un sujet important abordé par Luigi Di Maio et Jean-Yves Le Drian. Sur la santé, comme vous le savez, il y a eu aussi une coordination qui s'est mise en place, et notamment s'agissant du vaccin, les pays européens, notamment la France et l'Italie, avec la Commission, ont été le cœur de cette grande initiative internationale sur cette alliance sur les vaccins et les dispositifs, qui maintenant a récolté environ 10 milliards de dollars et qui a été lancé il y a 3 semaines. Et donc l'Europe est au cœur de cela. Et puis c'est surtout sur la réponse à la crise économique et sociale, avec tout d'abord les 750 milliards de la BCE, donc d'engagement de liquidité donc dans l'économie, et deuxièmement les différents dispositifs, c'est-à-dire la facilité BEI, le financement des mécanismes de chômage partiel. Je vais plus lentement pour notre interprète parce que là il y a des termes un peu techniques. Cette nouvelle ligne de crédit, si vous voulez, sans conditionnalité du mécanisme européen de stabilité, le MES, qui est quelque chose qui est un plus. Et puis surtout, la proposition de la Commission sur le fonds de relance, le Recovery Fund, 750 milliards, 500 milliards de dons et 250 milliards de prêts, qui s'appuie sur une initiative franco-allemande, mais qui s'inspire beaucoup du travail que nous avons mené avec l'Italie et avec d'autres pays comme l'Espagne, le Portugal, l'Irlande et d'autres. Et ce fonds de relance constitue un pas historique dans la construction européenne et une réponse qui est tout à fait à la mesure de ce qu'ont fait d'autres pays dans le monde, comme les États-Unis ou la Chine, par exemple. Et donc, c'est absolument essentiel de prendre la mesure de l'ensemble de ces actions qui ont été prises en peu de temps et qui donnent une réponse tout à fait crédible. Sur la santé, ça a pris notamment du temps parce que la compétence santé n'est pas forte dans l'Union européenne. C'est ce qu'on appelle une compétence d'appui. Et donc souvent, l'Europe, on dit mais l'Europe n'est pas là, parce que dans certains domaines, elle n'a pas véritablement les compétences pour le faire. Et donc ça prend un certain temps avant de pouvoir se coordonner. Et s'agissant de la réponse à la crise économique et au renforcement, qui comporte le renforcement aussi des systèmes de santé, hein, ça c'est extrêmement important, nous avons là une réponse supérieure à celle qui a été donnée pour la crise financière et dans un laps de temps beaucoup plus court parce que c'est moins de 3 mois. Donc c'est tout à fait spectaculaire. S'agissant du fonds de relance, les jeux ne sont pas encore faits. Comme vous le savez, nous avons une proposition de la Commission, c'est très bien, elle est partagée par la grande majorité des États membres. Il y a encore des États qui ont des réserves, les États qu'on appelle frugaux, il y en a aussi peut-être un ou deux autres qui ont des réserves. Il y a des nuances entre eux, ce n'est pas un bloc absolument homogène, donc il y a des nuances entre ces différents pays et donc il va falloir convaincre. Mais ce qu'il est important de faire, c'est de convaincre pas simplement les gouvernements, mais aussi les opinions et les entreprises. Et de ce point de vue-là, vous avez, représentants d'entreprises, un rôle à jouer de relais vis-à-vis de vos partenaires, des entreprises qui sont dans vos pays, dans les pays qui sont les pays qui ont des réserves, pour faire comprendre que c'est aussi leur intérêt. Parce que les frugaux, ils ont besoin aussi de marché et que si
les marchés des voisins sont déprimés, eh bien, ils seront aussi déprimés. Donc, il y a une bataille des opinions. Et cette bataille des opinions, elle passe beaucoup par la question des intérêts et donc par les entreprises. Donc, il faut vraiment que les uns et les autres, dans les rapports que vous avez avec vos partenaires autrichiens, néerlandais, danois, suédois et autres, que vous fassiez passer ces messages. Je crois que aussi ce qui est très, très important, c'est que on a, avec cette crise du coronavirus, pris davantage la mesure de notre interdépendance au niveau européen. Et donc, c'est porteur, je pense, de pas supplémentaires pour faire en sorte que donc il y ait une réponse européenne à la hauteur de la crise. Il y a l'Italie et la France ont un rôle dans ce domaine avec l'Allemagne. Et de ce point de vue-là, il y a eu, comme vous le savez, un appel des patronats italiens, français et allemands. Ça a été un élément important pour justement un appel pour la mise en place du Recovery Fund, ceci avant la proposition de la Commission. Et c'était un élément tout à fait important, y compris dans le cadre pour l'opinion publique allemande, parce que comme vous le savez, il y avait autant en France et en Italie, il y avait un consensus sur ce sujet, autant en Allemagne, ce n'était pas le cas, et c'est la chancelière Merkel donc, qui a décidé donc, de soutenir donc, cette initiative de Recovery Fund, et donc tout à fait partie prenante de cette proposition de la Commission. Un élément dans toutes les mesures qui vont être prises, et notamment le Recovery Fund, c'est que ça va s'accompagner d'investissements dans des secteurs. Vous avez la transition écologique, le digital, le tourisme, etc. Et donc, il est très important que vous suiviez en tant qu'entreprise ce qui va se passer pour voir quels sont les secteurs donc, qui vont être privilégiés ou en fait qui sont les secteurs qui devront pouvoir bénéficier de ce fonds et de ces 750 milliards. Donc là, vous avez un rôle, donc je vous invite véritablement à suivre cela. Derrière le Recovery Fund et derrière la réponse qui a été apportée pour l'Europe d'après, pour éviter justement, pour armer l'Europe en quelque sorte par rapport aux risques de ce monde d'après, il est très important de développer la souveraineté européenne. Les deux ministres, Luigi Di Maio et Jean-Yves Le Drian, en ont parlé hier. Parce que s'il y a quelque chose qui a fait toucher du doigt cette crise, c'est non seulement notre interdépendance, mais aussi notre dépendance vis-à-vis de l'extérieur de l'Europe. Les masques. L'Italie ne produisait pas de masques. Nous n'en avions pas en quantité suffisante. Les respirateurs. Donc nous avons vu très concrètement que lorsqu'il y a une crise, ce qui apparaît comme acquis, c'est-à-dire qu'on va pouvoir acheter sur le marché mondial tout ce qu'on veut et ce n'est pas la peine d'avoir des stocks stratégiques, ce n'est pas la peine d'avoir sur notre territoire des productions de produits stratégiques, je pense notamment aux médicaments, puisque 80% des principes actifs sont fabriqués en Inde et en Chine. Donc tout cela montre que nous devons prendre en compte la vulnérabilité de l'Europe dans des sujets qui sont au cœur de la protection des citoyens. Et donc, par conséquent, nous devons penser à la souveraineté européenne et nous devons penser à l'autonomie stratégique dans un certain nombre de secteurs critiques et de secteurs clés. Et il va y avoir, pas pour tous les secteurs, mais pour un certain nombre de secteurs, tout un débat sur les stocks stratégiques, les relocalisations de chaînes de valeur, la diversification des approvisionnements. Et donc, c'est très important, naturellement, et ça va être un grand débat européen et qui va donc se structurer sans doute par secteur. Et donc, c'est important que vous y preniez part.
Un autre sujet pour l'Europe, pour cette souveraineté européenne et pour le monde d'après, c'est la question de la défense. J'en parle parce que c'est un sujet qui va être important sur la table et par, et par rapport à un monde sans doute plus risqué sur le plan géopolitique. Eh bien, il est important que nous développions ensemble, au niveau européen, une autonomie stratégique. C'est aussi dans ce domaine. Et enfin, il est tout à fait essentiel que l'Europe soit toujours en soutien du multilatéralisme fort. On voit que l'OMS est contestée, mais l'OMS a le mérite d'exister. Parce qu'on n'arrivera pas à répondre à une crise sanitaire de cette ampleur s'il n'y a pas une réponse collective. Et l'Europe a été tout à fait motrice à l'Assemblée mondiale de la santé qui s'est déroulée il y a quelques jours pour dire l'OMS est important, l'OMS n'est pas parfaite et il y a des réformes à faire, mais donc il faut les faire. Mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc ça, c'est extrêmement important. Et donc, dans un monde où le multilatéralisme est contesté, où certains aussi essayent de le diriger en quelque sorte, il est important que l'Europe soit là pour le défendre. Alors, le franco-italien. Nous avons eu à Naples un sommet franco-italien, le premier depuis presque 3 ans, et qui a été le sommet de la relance dans tous les secteurs. La crainte pouvait être qu'avec la crise, cette suspension fasse qu'on ait un peu oublié ce qui s'était passé. Et en fait, dans cette période de la crise, la France et l'Italie se sont rapprochés. C'est-à-dire que nous avons retrouvé l'importance de notre voisinage, par exemple sur la question des déplacements des transfrontaliers. C'est un élément essentiel des deux côtés de la frontière pour les économies. Eh bien, on a trouvé les moyens donc, de permettre ces déplacements. Sur la question de la connectivité, pour faire en sorte qu'il y ait toujours des moyens de transport en quelque sorte, ça a été aussi un élément. Nous avons redécouvert notre interdépendance, à quel point nous sommes liés. Et puis, sur les déplacements, nous avons ni d'un côté ni de l'autre fermé les frontières. Les frontières ont toujours été ouvertes. Il y avait des contrôles, évidemment, pour faire en sorte que ceux qui se déplaçaient soient des personnes qui se déplaçaient pour des motifs impérieux de santé, de travail, etc. Mais jamais ouvertes, jamais fermées, toujours ouvertes. Il y a eu des gestes également de solidarité. Et puis surtout, il y a eu ce travail en commun sur le fonds de relance qui est absolument indispensable pour nos économies et pour la reprise, à la fois pour les entreprises, mais aussi pour la protection de la situation des familles. Et pendant toute cette crise, il y a eu beaucoup de contacts au niveau des autorités entre le président du Conseil et le président de la République française et entre les différents ministres. Et là, une fois de plus, la visite de Jean-Yves Le Drian était tout à fait la manifestation de cette proximité. Et donc maintenant, nous devons travailler ensemble, continuer de travailler ensemble pour que l'Europe amène les réponses nécessaires, parce que sinon nous risquons le repli et donc nous risquons de nous enfoncer en fait dans la crise. Et puis aussi de voir dans les différents secteurs de l'économie où nous pouvons trouver, à la faveur des investissements qui vont avoir lieu, des financements qui vont arriver donc dans les économies, quels sont les secteurs où nous pouvons développer des partenariats.
Nous savons qu'il en existe maintenant dans l'automobile, la défense, l'espace, etc. Mais voir dans quel secteur on peut développer ces partenariats. D'ores et déjà, et ça a été un point qui a été souligné hier lors à la protection civile, nous devons développer nos partenariats dans le domaine de la santé. Le président de le président de la République française a appelé à une Europe de la santé. Ça figure dans l'initiative franco-allemande qui a porté à la proposition de la Commission. Cette Europe de la santé, on doit la bâtir. Et on peut la bâtir avec les Français et les Italiens et les Français ont un grand rôle à jouer dans ce domaine. Hier, Hubert de Ruti, qui est le président de Sanofi Italie et président du Club français Italie, qui regroupe 40 entreprises dans le domaine françaises présentes en Italie dans le domaine de la santé, a présenté tout ce qui s'est fait par les entreprises françaises en Italie et les coopérations nouées. De la même façon, les représentants italiens ont signalé ce que faisait le club Leonardo da Vinci Pharma, avec plusieurs entreprises de pharmacie importantes italiennes qui sont très bien implantées en France. Et donc, l'idée, c'est de développer une sorte d'alliance industrielle franco-italienne dans le domaine de la pharmacie et du biomédical pour contribuer à cette Europe de la santé. Ça, c'est un projet que nous devons former et que nous devons poursuivre. Je vois aussi que dans nos deux pays, deux institutions, la Caisse des dépôts et des prêts en Italie, Cassa Depositi e Prestiti, et la Banque publique d'investissement en France, auront un rôle accru pour venir en aide aux entreprises, pour pouvoir aborder la reprise et sortir de la crise. Il était déjà prévu au sommet de Naples que Cassa Depositi e Prestiti et BPI, donc issus des entreprises, travaillent ensemble pour voir quelles sont les entreprises dans leur portefeuille qui peuvent faire des partenariats ensemble, donc pour augmenter leurs affaires, augmenter leur business. Et là, il est évident que ces deux entités, Banque publique d'investissement et Caisse des dépôts et des prêts, ayant plus de responsabilités, eh bien, cette mission qui leur a été donnée au sommet de Naples doit être montée encore d'un cran. Et que donc, ça doit être ce dialogue entre Cassa Depositi e Prestiti et la Banque publique d'investissement doit être une machine à fabriquer des partenariats franco-italiens. Je sais que derrière les écrans, il y a beaucoup de consultants, vous conseillez des entreprises, cherchez les partenariats franco-italiens. Il y aura beaucoup de possibilités et il faut vraiment qu'on soit là en accompagnement. Et de ce point de vue-là, la Chambre de commerce et d'industrie a aussi un rôle tout à fait important. Donc moi, je crois beaucoup que la saison qui commence va être une saison favorable donc à la coopération franco-italienne en Europe, au partenariat franco-italien. Et donc, il faut que ce soit une saison favorable pour renforcer la confiance entre nos deux pays. Vous savez que nous avons vécu là des moments dans ces 2 ou 3 dernières années qui ont été difficiles et que, on l'a vu dans certains sondages, cette confiance s'était écornée et s'est affaiblie. Et donc, il faut la renforcer, la rebooster, si je puis dire en franglais. Et donc, ça, c'est un travail que l'on doit faire à travers le développement des parcours communs, universités, les volontaires internationaux en entreprise, tout ce qui peut développer la double exposition à la culture française et à la culture italienne. Donc, et vous en êtes tous, autant que vous êtes dans le réseau là, qui nous écoute et qui nous regarde, des acteurs, mais donc il faut promouvoir cela. Et aussi donc apporter une importance toute particulière à la relance de nos relations culturelles entre la France et l'Italie. On sait que la culture est un secteur particulièrement touché par cette crise qui, parce qu'il y a des publics, etc., mettra plus de temps en fait à revenir à une certaine normalité ou à la normalité. Et donc, il faut que vous soyez aussi en accompagnement donc, de ces efforts et cette reprise
du monde culturel, qui doit en plus inventer des nouveaux publics, des nouvelles formes de création. Et donc, vous, en tant qu'entreprise, vous avez, dans votre rôle de responsabilité sociale et environnementale, une contribution à faire dans ce domaine. Je sais que c'est un thème très suivi par la Chambre de commerce et d'industrie qui a même créé un club spécial à cet égard. Donc, vous le voyez, moi, je vois beaucoup il y a des risques, des craintes, c'est une épreuve, mais je vois aussi beaucoup d'opportunités, et ça a été le message de nos deux ministres hier, c'est-à-dire de voir toutes ces opportunités, et ces opportunités de travailler ensemble, parce que bien sûr, ils ont parlé politique étrangère, et on a pu voir que sur la Libye en particulier, il y a une préoccupation commune pour éviter une aggravation de la situation et éviter que le sort de la Libye échappe en fait au peuple libyen et soit le jouet en quelque sorte d'intervention extérieure. Et donc nous sommes pour le processus des Nations Unies. Nous travaillons ensemble sur l'opération Irini pour faire respecter l'embargo sur les armes à destination de la Libye. Donc, dans ce domaine aussi, où parfois, souvent, je vois dans la presse, on dit nous sommes les frères ennemis, etc., ou chiens et chats, eh bien non, il y a une coopération, une vraie coopération, et nous partageons les mêmes objectifs. Voilà ce que je voulais vous dire, et donc, bien sûr, je suis tout à fait prêt à répondre à vos questions, mais je veux être très… Ce qui se discute entre gouvernements, dans le cadre bilatéral et au niveau européen, ça n'est rien s'il n'y a pas des relais auprès du monde économique et du monde des entreprises. Donc, vous êtes tous des acteurs de cette reprise. Merci. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Merci, Christian, pour cette vision. On va passer aux premières questions. Alors, il y a une question. Cette pandémie a mis en lumière ô combien les institutions étaient essentielles. Institutions qui touchent la santé, qui touchent la sécurité, qui touchent la logistique, le social, la finance. Et par ailleurs, mais depuis toujours, le business a besoin de stabilité. Alors, cette question est un peu peut-être délicate, mais la question c'est quelle est ta sensibilité sur la stabilité de ce gouvernement italien dans lequel on l'a vu depuis ces dernières années, même le précédent gouvernement, puisque on est très heureux de voir Di Maio parler avec Drian. Rappelons que dans un précédent gouvernement, il allait voir les Gilets jaunes. Donc voilà, ça fait partie de l'Italie qui sait s'adapter ou se renouveler. Quelle est là ton opinion sur y aura-t-il une stabilité? Ce gouvernement ira plutôt à la fin de sa législature ou pas? Y a-t-il des dangers particuliers, bien qu'on ne peut pas lire dans le bar de café, bien sûr, dans ce pays qui change beaucoup? C'est une question d'un de nos éditeurs. Merci beaucoup, Denis. Bien sûr, c'est une question délicate pour le représentant d'un gouvernement d'un pays ami. D'abord, je voudrais souligner effectivement que cette crise a souligné le rôle des institutions et le rôle de l'État et le rôle des institutions européennes, et le rôle de l'État. C'est très clair en Italie, où l'État a répondu, avec une interlocution parfois compliquée avec les régions, mais l'État était là, et là, il y a une réponse ferme, de même qu'en France, l'État a assumé ses responsabilités. On voit que partout, ça a été le retour de l'État, en quelque sorte. Alors, bien sûr, la stabilité est un élément important. Moi, je vais simplement me borner, donc je ne vais pas vous donner ma vision personnelle que je réserve pour mes autorités. Je vais simplement me borner à rapporter ce que je lis et ce que j'entends des uns et des autres, enfin d'observateurs qui estiment, je pense, dans leur majorité actuellement, que la législature a des chances d'aller jusqu'à son terme en 2023. On constate que ce gouvernement bénéficie d'un niveau de soutien très, très élevé. En fait, si on regarde les courbes, et en particulier Giuseppe Conte, ce que je lis aussi, mais je rapporte ce que disent des observateurs, donc ce sont des clés de lecture que je n'avais pas du tout mon sentiment ou mon jugement, que ce soit bien précis,
sois bien précis, que le référendum que nous aurons à la rentrée, probablement en septembre, sur la réduction du nombre de parlementaires devra s'accompagner d'une révision de la loi électorale, et ceci prendra un certain temps, qu'il y a l'élection du président de la République en 2022, et comme vous le savez, 6 mois avant, on ne peut pas dissoudre les chambres. Donc tout ceci, ce sont des éléments qui poussent en quelque sorte ou qui favorisent le prolongement naturel de la législature jusqu'à son terme, mais je ne peux pas aller au-delà de cette observation, en tout cas de cet écho que je renvoie d'observations que je lis ou que l'on me confie. D'accord. Merci, merci Christian. Une autre question. Pensez-vous que là, dans le contexte de cette pandémie, accélérateur et turbo des bonnes ou des mauvaises choses, l'Alliance Sud-Europe, c'est-à-dire France, Italie, Espagne, peut être un atout et déjà le début d'une coalition, disons, saine face peut-être aux fameux pays nordiques un peu plus réticents à certaines choses. Je mets bien sûr l'Allemagne au milieu. Il est vrai que dans les dernières années, nous avons constaté, et c'était un phénomène nouveau d'ailleurs en Europe, un peu la constitution de blocs régionaux en Europe. C'est quelque chose d'assez nouveau. Hein. Certains parlaient de l'archipel. L'ancien ministre des Affaires étrangères italien, le prédécesseur de Luigi Di Maio, parlait de l'archipel européen, parce qu'il y avait donc plusieurs îles en quelque sorte avec ces blocs. Et d'ailleurs, dans ces blocs, dans ces dernières années, le Sud n'était pas très présent, en fait. Il y en avait ce qu'on appelait la Ligue hanséatique qui s'affirmait, et le Sud pas très présent. Là, en l'occurrence, je ne pense pas que la logique des blocs soit une bonne logique pour l'Europe, puisqu'il faut qu'on travaille ensemble. Donc, si c'est des confrontations entre blocs, on ne va pas arriver très loin. Mais il est très bon que des pays qui ont des sensibilités proches et des visions communes de l'Europe, parce que tous les pays, Italie, France, Espagne, on a une vision ambitieuse en fait de l'Europe, travaillent ensemble. Mais ce que je constate pour le Fonds européen de solidarité, c'est qu'il n'y avait pas que des pays du Sud, puisqu'il y a l'Irlande, il y a le Luxembourg et d'autres, et que maintenant la proposition de la Commission, qui doit beaucoup au travail que nous avons fait entre Italie et France, eh bien, elle regroupe une grande majorité d'États membres du Nord, du Sud, de l'Est et de l'Ouest. Merci. Autre question, mais je pense que tu avais un peu répondu, mais est-ce que dans ce contexte, l'accord du Quirinal, qui a été plus ou moins relancé en février lors du sommet franco-italien, va-t-il être boosté, repris? Je parle sur l'éducation, je parle sur le digital et toutes ces coopérations. Alors, je pense que tu as en partie répondu. Mais est-ce qu'on peut élargir dans d'autres domaines? Oui. Non, le traité du Quirinal est plus nécessaire que jamais pour justement marquer le caractère, la force singulière de cette relation franco-italienne. Et pour nous, très curieusement, nous avons le traité de l'Élysée avec l'Allemagne, je pense pour la France, nous avons le traité de Lancaster House avec la Grande-Bretagne. Nous n'avons pas de traité équivalent avec l'Italie. Et nous le vivons comme une nécessité pour marquer justement la force singulière de cette relation avec l'Italie. Donc, c'est-à-dire que ce traité que nous aurons, le traité du Quirinal, ne sera pas une copie du traité de l'Élysée ou du traité de Lancaster House, ce sera quelque chose qui correspond au génie propre de la relation franco-italienne. Il y a eu une réaffirmation de l'objectif, comme tu l'as dit, à Naples, le 27 février, et hier, en conférence de presse, le ministre Le Drian a dit que ce traité du Quirinal était plus que jamais d'actualité et qu'il fallait recommencer, il fallait poursuivre le travail tout de suite.
et que naturellement, à la lumière de la crise et aussi de ces développements importants qui se passent dans le domaine européen, eh bien, nous devions élargir en quelque sorte le champ de nos réflexions. D'accord. OK. L'Europe de la Merci. santé, par exemple, c'est évident que ce sera, et la santé, ce sera un thème important, alors que avant la crise, c'était envisagé, mais ça n'apparaissait pas comme un thème important, alors que là, ça me paraît tout à fait évident, pour des quantités de raisons qui ont été soulignées une fois de plus là, au siège de la protection civile, parce qu'on l'a vu, qu'il s'agisse des partenariats entre universités, des partenariats entre équipes de recherche en épidémiologie, etc. Et puis, cette présence forte d'entreprises italiennes dans le domaine de la santé en France et d'entreprises françaises dans le domaine de la santé en Italie. Nous sommes deux puissances européennes en matière de santé. Et pour notamment développer cette souveraineté européenne dans le domaine de la santé. Alors, il y a une question, Christian, elle est en italien. Donc, la relazione tra governo e le aziende, per esempio con Confindustria, non è molto positiva. Qual è la sua percezione? Ma io non penso che la relazione non sia positiva, perché bisogna fare la differenza tra l'interlocuzione tra Confindustria o MEDEF, la Confindustria francese, col governo, perché lì c'è una contraddizione, e poi la relazione che possono avere le due Confindustrie per far progredire la relazione bilaterale o il contributo all'Europa. E da questo punto di vista, sapete che già dal 2018 ci sono questi incontri tra MEDEF e Confindustria che hanno portato veramente delle cose molto positive, e lì l'interlocuzione con i governi è eccellente. E poi anche abbiamo avuto, questo era l'anno scorso, abbiamo avuto questa decisione anche di prendere la Germania con noi e quindi di avere queste discussioni tra MEDEF, Confindustria e BDI. E questo è nato in realtà dalla nostra relazione tra Francia e Italia, e poi quindi si è aggiunta la Germania che aveva già un'interlocuzione con la Confindustria. Quindi abbiamo deciso insieme, e lì siamo, e i tre hanno lanciato questo appello al Recovery Fund, che è stato un elemento importante ovviamente del dibattito, e sapendo, come lo dicevo, cos'era lo stato del dibattito in Germania. E lì l'interlocuzione tra questi tre i nostri governi è buona e utile, cioè quindi bisogna fare la differenza. Grazie Christian. Penso que, alors, attendez, ça m'arrive en direct, hein, Christian. Donc, je la pose live. Quel rôle voyez-vous jouer aux concepteurs, designers, dans une task force liée à la relocalisation de l'activité industrielle et agricole? C'est assez original. Je suis pas sûr de la comprendre moi-même. Je sais. Peut-être que la personne qui nous pose la question peut peut-être nous la préciser. Oui, sur la question dans ces domaines, notamment agricoles ou autres, il est évident que la question du design européen est un élément. Il y a une European touch, il y a le Made in Italy très connu, il y a le luxe français, il y a la qualité, le bio français, etc. Enfin, on voit bien qu'il y a un art de vivre particulier à l'Europe. C'est très clair, quand on voyage, on le voit très bien. Et c'est reconnu par les autres, ou en tout cas les consommateurs des autres pays du monde. On voit bien pour la gastronomie, par exemple, et tout ce qui est l'industrie agroalimentaire, que ce soit italienne ou française ou espagnole. Et de ce point de vue-là,
dans cet effort qui doit être fait donc sur les filières et augmenter la qualité des filières, y compris pour les questions industrielles et développer justement l'aspect design avec des relocalisations possibles ou des modifications des chaînes de valeur. Ce qu'apportent les designers, c'est cette touche que tout le monde nous reconnaît et qui fait que nous faisons, en fait, en tout cas, nous sommes vus comme faisant dans un certain nombre de domaines des produits plus sophistiqués que d'autres régions du monde. Merci Christian. Il n'y a pour l'instant pas d'autres demandes et surtout beaucoup de remerciements de la clarté de l'exposé, de ta vision. Je dirais plutôt, alors avec les risques que tu as énumérés, ils sont évidemment très très importants, mais aussi avec des opportunités. Et je pense aussi aux entreprises, c'est-à-dire que je pense que les entreprises qui se sont retrouvées isolées auront besoin de retrouver de nouveaux partenariats, de nouvelles collaborations. Et je crois que là, France et Italie, pour tout ce qu'on sait, pour tout ce qui nous rassemble et toutes nos complémentarités dont on a souvent parlé tous les deux, est une véritable opportunité. Alors évidemment, toutes les institutions, y compris la Chambre de commerce, va faire dans sa petite pierre à l'édifice et aider à ce que les entreprises françaises regardent les opportunités en Italie sans être des conquistadors et la vérité aussi, bien sûr, des entreprises italiennes en France. Cette collaboration me paraît essentielle. Est-ce que tu as, et on finirait sur cela, est-ce que tu as des suggestions, des conseils à nous, entrepreneurs, sur comment augmenter ces rapprochements, ces connaissances des opportunités italo-françaises ou franco-italiennes? C'est simplement de le vouloir et d'avoir confiance. D'abord, je voudrais revenir sur la souveraineté européenne. La souveraineté européenne, c'est d'abord prendre conscience de notre puissance. Parce qu'on n'arrête pas de fustiger l'Europe, de dire que l'Europe n'est pas dans le coup ou de parler de tels pays comme des très grandes puissances. Mais si vous prenez l'Europe, c'est une très grande puissance. Le poids démographique, le poids économique, même les moyens militaires, si vous voulez, si vous regardez, mettez tout ça bout à bout, c'est beaucoup plus que la plupart des pays du monde. Et donc, il faut ne pas se sous-estimer et avoir confiance dans notre propre force. S'agissant de la crise, enfin de la reprise, mais qui risque d'être une crise aussi, puisqu'on le voit bien. Là, chacun va devoir, si je puis m'exprimer ainsi, recalculer son GPS par rapport au monde d'après, parce que les choses ne seront plus comme avant, évidemment, et voir pour cette reprise, pour être plus fort, comment ouvrir des partenariats. Ça, c'est absolument indispensable. Et il est évident que, compte tenu de l'interdépendance entre la France et l'Italie, il y a un grand champ de possibilités entre nos deux pays. Et donc, il faut multiplier les forums, les occasions de discussion pour être les yeux et les oreilles grandes ouvertes pour justement bénéficier de tout cela et faire confiance et avoir confiance. Et là, ce lien de confiance entre l'Italie et la France, c'est extrêmement important de le pousser. C'est à la hauteur de ce qu'est notre histoire et ce sera un atout pour cette construction du monde d'après, pour que nous sortions, Italiens et Français, plus forts. Bien, merci Christian. Dans ce monde de tous les risques, dar fiducia et avere fiducia, voilà un peu les paroles que tu nous transmets. Je pense que on a passé un bon moment, on est dans les temps. Donc encore une fois, mille, grazie mille
Père, pour cette heure passée en ta compagnie. J'espère que l'ensemble de nos éditeurs, de nos amis ont apprécié. Ils peuvent retrouver ce webinaire sur la Chambre de commerce. Je pense il sera enregistré en streaming. Voilà, encore merci. Et maintenant, à chacun dans son poste de combat pour un futur meilleur. Merci Christian. Merci Christian Massé, notre ambassadeur de France en Italie. Merci. Merci a vous. Buonasera a tutti. Buon lavoro. Buonasera.